La fine pluie ne cessait de tomber, frappant sans relâche le capot de la voiture garée au bord de la route. L'odeur de terre mouillée, mélangée à de l'essence, créait une combinaison nauséabonde. Léo serra le volant avec force, regardant la route vide devant lui, tandis que des éclairs traversaient le ciel lointain. Une enveloppe blanche fut jetée par la fenêtre entr'ouverte. Il la prit, sentant le papier humide entre ses doigts. Soudain, Valentina apparut sur le siège arrière, comme si elle avait toujours été là. Le comité silencieux sait que vous les avez découverts. Maintenant, vous devez choisir votre camp. Sa voix était un murmure tranchant, disparaissant avant que Léo puisse se retourner. La voiture se retrouva vide à nouveau, sauf pour le billet qui décrivait des coordonnées au 18e. Le laboratoire sous le pont de la Cité de la Musique était un réseau de tubes et de moniteurs clignotants. Léo suivit la carte, évitant les caméras qui semblaient se déplacer seules. Au centre de la salle, un réservoir de verre contenait une silhouette flottante, reliée à des fils qui brillaient de ton bleu. La femme à l'intérieur avait les yeux ouverts, mais ne clignait pas des yeux. Un hologramme projeté sur le mur montrait des graphiques d'ondes cérébrales anormales, enregistrés à 3 heures du matin. « Elle ne dort pas », dit une voix métallique. « Elle est prise entre des souvenirs réels et implantés. » Léo reconnut le code du projet Mnémosine, l'expérimentation de souvenirs artificiels sur des patients terminaux. Valentina réapparut, cette fois tenant un flacon contenant un liquide argenté. Cela peut effacer vos doutes ou les transformer en quelque chose de pire. Elle déposa l'objet dans la poche de Léo, ses doigts effleurant les siens trop longtemps. Dans le couloir, une alarme retentit. Les portes commencèrent à se fermer automatiquement, isolant les secteurs. Il courut vers la sortie, mais ne trouva qu'un miroir qui reflétait 2 versions de lui-même, l'une avec le blouse de l'Institut, l'autre avec des vêtements déchirés et des yeux injectés. Le flacon dans sa poche commença à vibrer, réchauffant le tissu. Le lendemain matin, Léo entra à l'Institut Lumière comme si de rien n'était. Les collègues discutaient des résultats d'essais cliniques, tandis que les machines bourdonnaient en synchronisation. Le directeur, le docteur Crossa, l'appela pour une réunion urgente. « Vous avez accédé à des fichiers restreints hier », affirma-t-il sans ambages. Le comité silencieux ne tolère pas la curiosité. Léo nia, mais son regard se détourna vers le stylo sur la table, le même que celui de l'enveloppe. Crossa sourit, révélant une dent en or avec un symbole similaire à celui du flacon. « Demain, à 10 heures, nous aurons un nouveau test. J'espère que vous participerez. » Dans la soirée, Léo ouvrit le flacon. La substance argentée s'évapora dans l'air, laissant un arrière-goût métallique sur sa langue. Des flashs de souvenirs qui n'étaient pas les siens envahirent son esprit. Un enfant courant dans un champ, une femme criant dans une pièce blanche, Valentina riant en brûlant des documents. Il se réveilla sur le sol de la salle de bain, le front en sang. Dans le miroir, il vit une cicatrice en spirale qui n'y avait jamais été. L'horloge radio indiquait minuit. Un message texte clignotant, ils utilisent les patients comme encre. Vous êtes le prochain. Le laboratoire était vide lorsque Léo y retourna, guidé par une intuition ou quelque chose de plus fort. Au sous-sol, il trouva Valentina connectée à l'un des réservoirs, ses cheveux flottants comme des algues noires. « Vous avez tardé », dit-elle, la voix déformée par les haut-parleurs. « Le comité veut votre décision maintenant. » Il regarda les moniteurs. Les patients n'étaient pas dans le coma, mais dans un état de conscience élargi, alimentant le réseau neuronal du projet. L'un d'eux était le docteur Crossa lui-même, son corps physique vieillissant contrastant avec l'esprit jeune sur l'écran. Léo prit une seringue du kit de premiers soins. « Je ne choisirai aucun camp. » Une explosion secoua le bâtiment. Des lumières rouges clignotèrent et de l'eau commença à s'écouler du plafond. Valentina disparut, ne laissant que le flacon vide. Léo courut vers la sortie, mais le chemin était bloqué par des débris. Dans sa poche, il trouva un médaillon avec un labyrinthe gravé, le même symbole que la dent de Crossa. L'eau montait jusqu'aux chevilles lorsqu'il entendit des voix provenant d'un conduit de ventilation. Il suivit en rampant à travers des tunnels étroits jusqu'à émerger dans une rue latérale. La pluie avait cessé et le soleil se levait derrière la tour Eiffel. Un journal au sol affichait le titre « Incendie détruisant un laboratoire clandestin au centre de Paris ». Léo toucha la cicatrice sur son front. Elle lui chatouillait, comme si quelque chose en lui était sur le point de s'éveiller. Dans le métro, un homme en costume gris s'assit à côté de Léo, tenant un journal plié. « Vous perdez votre temps, dit-il sans regarder.
Ils ont déjà transféré les serveurs au sous-sol du Louvre. L'homme descendit à la station suivante, laissant le journal. Sur la couverture, une photo du laboratoire en feu avec la légende « Accident isolé ». Aucune victime. Léo ouvrit la page intérieure. Une annonce d'emploi pour des chercheurs en technologie de préservation historique. L'adresse était un entrepôt abandonné près de la rivière. À 11 heures, Léo traversa la porte rouillée de l'entrepôt. L'intérieur était une réplique du laboratoire détruit, mais avec plus de réservoirs. Cette fois, les corps flottants étaient ceux de politiciens, d'artistes et même d'un juge. Tous connectés à un noyau central qui pulsait comme un cœur mécanique. Valentina apparut derrière lui, tenant une tablette avec des graphiques en temps réel. Chaque souvenir extrait alimente le système, expliqua-t-elle. Plus il est traumatisant, plus il génère d'énergie. Elle pointa un réservoir où une femme revivait le moment où son enfant est mort. Il paie des millions pour ça. Léo recula, mais une porte latérale s'ouvrit. Le docteur Crossa entra, son corps fragile soutenu par une armure biomécanique. « Vous avez gâché mon projet préféré, dit-il, la voix sortant en sifflement. Mais la ville a encore besoin de moi. Paris va brûler sans contrôle. » Il activa une commande sur la tablette. Les réservoirs commencèrent à se vider, les patients se réveillant avec des cris étouffés. Léo courut pour éteindre la machine, mais Valentina le retint. « Ce n'est pas ainsi que l'on arrête le comité, murmura-t-elle. Vous devez entrer dedans. » Une explosion secoua l'entrepôt. Une partie du toit s'effondra, révélant le ciel gris. Léo saisit le médaillon et courut, entendant Crossa rire, même avec le feu qui se propageait. Dans la rue, une voiture noire l'attendait. Le chauffeur portait un masque en porcelaine avec le symbole du labyrinthe. « Le comité offre un poste, dit-il en lui remettant un contrat. Vous signez ou ils effacent votre existence. » Léo regarda en arrière. L'entrepôt était en feu, mais les réservoirs restaient intacts. « J'ai besoin de garanties. » Le chauffeur rit. « Les garanties sont pour les faibles. » Il ouvrit un compartiment du tableau de bord, révélant une photo de Léo enfant, enlaçant un homme qu'il ne reconnaissait pas. « Votre père connaissait le prix de la curiosité. » Léo prit la photo, sentant le sang lui déserter le visage. La cicatrice sur son front brûla, et pour un instant, il vit l'homme sur la photo mourir dans une pièce blanche, entouré de médecins en blouse tachée. Le chauffeur referma la portière. « Décidez-vous. Le prochain test est dans 2 heures. » À l'intérieur de la maison, des couloirs infinis affichaient des portraits d'hommes et de femmes avec le symbole du labyrinthe sur leur revers. Léo fut conduit dans une salle où des hologrammes de patients flottaient, leurs voix murmurant des secrets dans des langues mortes. Au centre, une femme aux cheveux argentés l'attendait. « Vous êtes le premier à aller aussi loin sans être invité, dit-elle en lui tendant la main. Je suis la conservatrice. Sa cicatrice fut un cadeau de ma part. » Elle toucha la marque sur son front, et des souvenirs inondèrent son esprit. Lui, enfant, préparé pour quelque chose, aiguille, code, Valentina plus jeune pleurant dans une salle d'opération. « Vous avez toujours fait partie de tout cela, Léo. Nous attendions juste que vous vous souveniez. » La conservatrice projeta des images dans son esprit. Un laboratoire d'il y a des années, des hommes en blouse discutant de chiffres, son père injectant quelque chose à un patient. Il a découvert comment extraire des souvenirs sans endommager le cerveau, mais il a voulu détruire le projet lorsqu'il a réalisé à quoi il servirait. L'image changea, une pièce blanche, des coups de feu, du sang sur le sol. Vous aviez 7 ans lorsqu'ils vous ont emmené. Nous avons ajusté vos souvenirs. Le médaillon dans sa main se réchauffa, brûlant sa paume. Léo commença à avoir des flashs de son enfance. Une femme différente de la mère qu'il connaissait, un chien qui n'a jamais existé, un homme grand avec des cicatrices au cou, son vrai père. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que vous êtes la clé. Votre esprit a été préparé pour être le prochain noyau du système, et non seulement un collecteur. Valentina entra, tenant une seringue contenant un liquide noir. Il doit décider avant l'aube. La conservatrice acquiesça. Le sérum révélera votre vrai souvenir, mais si vous résistez, eh bien, votre père a résisté. Elle pointa un écran où le corps de Crossa, méconnaissable, alimentait le noyau central. Léo regarda le contrat. Le signataire accepte de partager tous les souvenirs passés et futurs avec le comité. Et si je refuse? Valentina le fixa, les yeux rouges.
Il vous tue et utilise votre enfant dans le projet. C'est ainsi depuis des générations. À 2 heures du matin, Léo se dirigea vers le noyau. Les hologrammes murmuraient des avertissements dans des langues qu'il comprenait maintenant. Ne les laissez pas nous utiliser. Tuez-nous ou libérez-nous. La conservatrice l'observait de loin, tandis que Valentina préparait une machine de dialyse cérébrale. C'est simple, dit la conservatrice. Signez et vivez comme un dieu. Refusez et devenez l'un de nous. Elle pointa les réservoirs, où une silhouette familière flottait, un enfant. Léo planta l'aiguille dans son cou. Le liquide noir brûla dans ses veines, révélant des souvenirs réels. Lui, enfant, étant emmené à l'institut. Valentina pleurant pendant qu'ils implantaient quelque chose dans sa nuque. Son père vivant, criant pour qu'il s'enfuit. Et le comité, pas un groupe de personnes, mais une intelligence ancienne, alimentée par la peur et les souvenirs. Le sol trembla. Les réservoirs commencèrent à exploser, libérant des corps et de la fumée. Valentina courut vers lui, mais la conservatrice la retint. Il est plus fort que nous ne le pensions. Léo sentit le médaillon fondre, se fondant dans sa peau. Le symbole du labyrinthe brilla sur son cou, et il sut ce qu'il devait faire. Il courut vers le noyau, se connectant au câble. Des milliers de souvenirs l'inondèrent, et il vit le véritable plan, pas contrôler Paris, mais la reconstruire à partir des traumatismes collectifs. À 3 heures, le système s'effondra. L'institut, l'entrepôt, la maison, tout s'effondra comme des châteaux de cartes. Léo se réveilla dans la rue, une nouvelle cicatrice sur son cou. Un journal annonçait un blackout dans la ville. Aucun signe du comité ou de Valentina. Il toucha le médaillon, désormais partie intégrante de sa peau. Dans son esprit, les murmures continuaient, mais il les comprenait maintenant. Il demandait de l'aide.